Bienvenue à tous. Bienvenue à Fabienne Limousin qui a accepté de nous donner de son temps à titre gracieux pour animer ce webinaire sur le thème de apprendre à vivre autrement, sa réalité professionnelle suite à l'impact qu'a eu le confinement et toutes les péripéties autour. Je vais commencer par présenter Fabienne. Donc Fabienne, Bonjour tout le monde. Fabienne a une double casquette quelque part. Elle exerce deux activités en parallèle. La première, c'est psychologue dans les organisations et elle est surtout active sur deux registres, le suivi des carrières et la prévention des risques psychosociaux. Donc ça, c'est son premier volet comme psychologue des organisations. Et ensuite, elle est coach depuis plus de 20 ans avec deux boîtes à outils très importantes, la PNL, que je crois que tout le monde a entendu vaguement parler ici à l'Institut Repère, et la Process Communication, le Process Communication Model, PCM, que je pense qui est aussi un petit peu connu dans la maison. Donc, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose en préambule. Peut-être déjà de remercier tous ceux qui ont le courage, malgré le temps magnifique dehors, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, de se mettre derrière leur écran. Oui, Parce qu'on a plutôt envie d'aller au pâquerette ou de prendre l'apéro puisque les cafés sont ouverts. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Ah, bah chez vous, les cafés sont ouverts, ça je ne savais pas, tiens. Seulement les terrasses, mais comme il fait beau, c'est possible. Voilà, il y en a peut-être qui d'ailleurs nous regardent depuis une terrasse avec un café ou un apéro à la main. En tout cas, je souhaite qu'il soit agréable. Voilà. Bien, eh bien, je vais faire appel à toi en tant que psychologue dans les organisations. Qu'est-ce que tu vois qui a changé, toi, qui est sur le terrain? Alors, j'ai l'impression que la communication est instable, en tout cas de mon côté. Je vous prie de m'en excuser. S'il y a des coupures, nous reviendrons en arrière, nous reprendrons. Le titre de cette intervention, c'était Apprendre à vivre autrement sa réalité professionnelle. Alors, je ne sais pas si on peut apprendre, mais en tout cas, on peut réfléchir ensemble sur ce que l'on veut en faire. C'est dans la continuité de tous les webinaires que vous avez eu la chance d'avoir grâce à l'Institut Repère, avec des spécificités et des outils qu'on vous a présentés. Donc, je ferai des petits clins d'œil de temps en temps à mes collègues et aux différents outils, ceux que je connais et puis ceux que je connais moins. Et vous pourrez les retrouver donc soit sur la page, je crois, Michael LinkedIn de l'Institut Repère, soit sur la page Facebook si vous voulez revoir ces conférences en replay. Alors, sur l'Institut plutôt... Repère lui-même. Voilà. Donc, plutôt que... je pense que tu vas le mettre dans la conversation pour que nous puissions le mémoriser. Oui. Plutôt que de reparler des outils, on en a donc largement parlé, j'ai plutôt choisi de me positionner du côté non pas du coach cette fois-ci, mais plutôt du côté de la psychologue des organisations. Et j'ai utilisé comme méthodologie, même si elle n'est pas statistique, le fait de faire des interviews de clients, d'amis et aussi de personnes que je ne connaissais pas qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et cette interview avait pour but de leur demander comment ils avaient vécu cette période de confinement, qu'est-ce qu'ils en retiraient comme effet négatif, mais aussi comme effet positif, et qu'est-ce qu'ils voudraient bien garder ou transformer dans leur vie professionnelle future. Et je vous invite évidemment tous à cette même réflexion parce qu'elle est importante pour nous. Alors, je partirai toujours un peu du même principe, c'est-à-dire donc ces trois questions. Et chacune de ces trois questions, je vais la traiter sous trois angles qui sont la relation aux autres, la relation au temps et aussi la relation à nos conditions de travail ou nos conditions de vie. Voilà, donc vous retrouverez toujours ceci dans le même ordre et n'hésitez pas, et toi Michael, à m'interrompre si vous avez besoin de choses plus claires. Alors, par rapport à ce confinement incroyable que nous avons vécu et que nous vivrons peut-être encore, même si ce n'est pas total, mais en partie, j'aimerais d'abord vous parler de quelque chose. On entend beaucoup prononcer le mot de changement
Et pour moi, il n'y a pas un changement. Et en l'occurrence, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec nos spécialistes systémiques qui sont intervenus il y a quelques semaines. Pour moi, c'est plus qu'un changement, c'est un véritable bouleversement. Alors, quelle est la différence entre un changement et un bouleversement? Un bouleversement, c'est une modification radicale, totale et brutale de nos habitudes. Et cette modification, en général, se fait dans le désordre, la confusion et quelquefois la douleur. Et je pense que ça parle à certains d'entre vous. Alors, je voudrais un peu faire un flashback, si vous le permettez, revenir en arrière sur avant le Covid et le confinement, dans quelle situation étions-nous? Alors, en tant que psychologue des organisations, j'ai été beaucoup sollicitée depuis 5 ans sur la mise en place du télétravail, sous l'angle des RPS surtout, mais aussi sous l'angle plus général de l'aspect juridique et de l'aspect organisationnel du télétravail. Ce télétravail, globalement, que ce soit dans les entreprises privées ou dans les entreprises soit dépendant de l'État, soit parapublic, a été mise en place en France à peu près depuis 5 ans et mise en place sur la pointe des pieds. Alors pourquoi je parle de pointe des pieds? Parce que sur la notion de télétravail, il y avait énormément de ce qu'on appelle en PNL des croyances limitantes. Donc pour donner le cadre de la loi, le télétravail c'était 1 jour, voire 2 jours, plus souple, par semaine, soit avec un système de forfait, soit avec un système de jours permanents chaque semaine, et en tout cas encadré par la loi de l'ANI, donc encadré sur le plan de la responsabilité du chef d'entreprise et du manager, encadré sur le plan de l'assurance, puisqu'il était nécessaire que la société ou l'institut prenne une assurance pour les gens en télétravail, encadré sur le plan de l'ergonomie, il fallait vérifier que tout à la maison était disponible pour un travail de qualité, encadré aussi, bien sûr, vous l'imaginez bien, sur des outils numériques qui devaient être sécurisés pour qu'on ne puisse pas rentrer dans l'intranet de l'entreprise. Donc, beaucoup de choses à mettre en place et nos fameuses croyances limitantes sont les suivantes, en tout cas celles que j'ai entendues et recueillies. Alors, je vous rappelle, hein, les croyances limitantes, c'est un schéma mental qui fait que nous avons une perception de la réalité dont on fait une vérité et qui souvent nous freine pour avancer. Et ce schéma mental est bien souvent répétitif. Alors, les croyances que j'ai, si j'ose dire, croisées sont les suivantes. Je ne vous en ferai pas la liste complète, mais bien évidemment, il y en a beaucoup. Et certaines, je pense, peut-être vous-même, chacun d'entre vous, vous les avez. Alors, première croyance, la productivité de quelqu'un en télétravail. Est-ce qu'elle va être la même? Est-ce qu'elle va être différente? Et ce qui était sous-entendu souvent dans cette question, c'était est-ce que quand nous sommes en télétravail, nous n'avons pas tendance, en bon être humain fragile que nous sommes, à travailler moins et à produire moins bien? Alors, une croyance qui a été largement exprimée chez mes clients, plus particulièrement de façon assez forte, dans une institution qui s'adresse au grand public. Et les managers de cette institution, et notamment le comité de direction, craignaient que le télétravail n'entraîne une moins bonne qualité, une moins bonne écoute en matière de service public. Bon, il s'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Mais néanmoins, ce doute sur la productivité que nous pouvons avoir en télétravail est un doute, je dirais, assez français de surcroît. Deuxième croyance limitante, quel est le rôle du manager en matière de télétravail? Est-ce qu'il peut correctement encadrer quelqu'un qui est en télétravail, même si c'est que partiel? Et sous le correctement encadré, il y avait bien souvent le peut-il contrôler ce que va faire son collaborateur en télétravail? Donc, toujours avec la notion qu'un manager, il faut d'abord qu'il contrôle et qu'il observe des résultats tangibles. Là, ça a été beaucoup exprimé aussi dans un cabinet conseil qui pourtant est habitué à ce que les consultants soient beaucoup en déplacement chez les clients, mais aussi à ce qu'ils reviennent le soir et qu'il puisse y avoir des explications, des débriefings et des points en face à face. Donc télétravail, ce que ça ne veut pas dire que notre consultant va surtout aller, on va prendre quelque chose de particulier puisque c'est la bonne période en ce moment, voir du tennis à Roland-Garros par exemple. Et on peut être en télétravail sur un cours de tennis. Donc là encore, une grosse croyance limitante qui fait la preuve d'un manque de confiance quand même à l'égard de nos collaborateurs. Troisième croyance limitante aussi, un risque de perte d'information.
si je suis en télétravail, et ça vient souvent des collaborateurs eux-mêmes. Si je suis en télétravail, je ne suis pas tout le temps dans mon bureau, je ne suis pas le côté informel qu'on peut avoir en entreprise, c'est-à-dire radio couloir, la pause café, la tête qui passe à l'intérieur du bureau et qui vous donne une information spontanée. Si je perds des informations, je vais perdre de la présence dans mon entreprise. Mes collègues ne penseront pas forcément à me dire tout ce qui a été dit de façon informelle, donc je vais perdre de la compétence. Et c'est une croyance qui est souvent, qu'on observe souvent, petit clin d'œil à la ProcessCom chez les types travailleurs maintenant. Donc, troisième, ce n'est pas la dernière, mais je vais dire une troisième dont je vais vous faire part. Croyance importante, croyance limitante importante, est-ce que mes clients et mes partenaires vont se sentir aussi concernés si je leur parle en télétravail que si je vais les voir en face à face? Et là, j'ai participé à une expérience qui a été faite dans une grande entreprise de cosmétiques que vous connaissez tous, et les hommes comme les femmes, et qui a choisi de prendre une de ces unités de distribution pour vérifier si le télétravail était possible. Et plutôt que d'envoyer ses commerciales ou ses commerciaux chez les distributeurs, de créer des rendez-vous à distance en télétravail, ce que finalement les distributeurs ont beaucoup apprécié parce que ça leur faisait gagner du temps. Donc globalement, on peut dire que on va dire, ces croyances limitantes en matière de télétravail ne se sont pas avérées justes, néanmoins elles ont la vie dure, vous l'imaginez bien. Et enfin, dernière croyance limitante qui relève plus de Robert Dills, pour ceux qui la connaissent, c'est est-ce que si je suis en télétravail, je vais retrouver mon identité dans l'entreprise et l'identité de mon entreprise? Et on sait que l'identité est quelque chose de très important en matière de travail. Donc, est-ce que le fait d'être loin ne va pas changer mon implication, tout simplement mon appartenance à l'entreprise? Voilà, c'était à peu près l'état des lieux fin 2018 en France sur la situation du télétravail, et aussi bien dans le public que dans le privé, ou dans le privé que dans le public. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, je ne sais pas si on peut parler de catastrophe, mais en tout cas, changement brutal, bouleversement, à partir de fin 2019, nous commençons à entrevoir la possibilité, le risque d'une situation de confinement. Alors, moi j'ai envie de vous parler de la brutalité du confinement, parce que le confinement nous est tombé dessus, bien qu'on en parlait un petit peu, de façon très forte. On a d'abord imaginé qu'il s'agirait de prendre des précautions. Donc, il s'agirait de quelques jours, puis c'est devenu une semaine, puis vous avez tous vécu les événements en même temps que moi. C'est devenu des semaines, c'est devenu 2 mois, et peut-être que nous revivrons encore des périodes de confinement. Donc, du coup, cela veut dire quoi? Ça veut dire un télétravail complet, tous les jours de la semaine, dans des conditions qui, bien sûr, n'étaient plus les conditions qu'avait prévues la loi française, en tout cas pour la France. Je ne connais pas bien les autres pays sur le sujet, mais en tout cas des conditions de protection du collaborateur en télétravail. Alors, je vais reprendre mes 3 points. D'abord, sur l'environnement. Qui dit confinement dit un environnement qui change brutalement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire un environnement beaucoup plus réduit, puisque je n'ai plus, même s'il y a des open space dans les entreprises, je n'ai plus la place pour installer mon ordinateur. Et donc, du coup, mon bureau, ça devient, pour ceux qui ont la chance d'avoir un bureau dans une maison, c'est formidable, mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, et nous étions nombreux, mon bureau devient ma table de cuisine, quelquefois mon lit, quand je dois partager mon espace avec le conjoint, ou quand je dois partager mon espace avec d'autres enfants, ou quand je dois partager mon espace avec des colocataires. Donc, un changement complet même d'espace, et mon espace intime devient aussi mon espace professionnel. Changement aussi toujours dans notre environnement de travail, avec l'ordinateur qui devient notre meilleur interlocuteur, qui quelquefois parle. Alors, je ne vois pas si vous mettez des commentaires, mais mon ordinateur parle, et c'est mon meilleur interlocuteur, plus que les gens qui sont autour de moi, puisque je lui parle toute la journée et qu'il a la gentillesse quelquefois de me répondre. Et mon ordinateur, là aussi, autre problème, c'est que je peux en avoir un pour chaque personne, chaque membre de la famille
ou chaque membre de l'appartement, de la maison, comme je peux en avoir plusieurs, comme je peux n'en avoir qu'un. Donc, on sait que les ventes d'ordinateurs ont bondi au début du confinement, mais tout le monde n'a pas eu la possibilité d'acquérir un ordinateur supplémentaire ou une tablette. Donc, je ne dois pas seulement partager un lieu, je dois partager un outil. Et donc, du coup, la vie professionnelle et la vie personnelle se superposent d'une manière un peu inattendue. Alors, j'ai l'exemple de ce client qui est banquier et qui me raconte qu'il était en train de faire une réunion avec ses collaborateurs sur comment gérer cette période de confinement et ce télétravail, quand sa femme est passée, je dirais, devant l'écran et derrière lui, n'ayant pas conscience qu'il faisait une visio et est passée en petite tenue pour chercher sa robe. Donc voilà, ça a provoqué un petit moment de confusion, ce monsieur étant particulièrement sérieux, et puis finalement tout a été rétabli. Donc on change de comportement, on s'habitue à d'autres choses, on partage des lieux différents. Une des personnes que j'ai interviewées a employé une formulation que j'ai trouvée extraordinaire. Elle a parlé des vertiges, des contraintes déguisées en liberté. Et effectivement, notre environnement, quand on a pu le maîtriser, rester chez soi, on a d'abord eu un sentiment de liberté. Alors ça, c'est pour l'environnement de travail et je ne peux pas être exhaustive sur le sujet, mais il y a encore beaucoup à dire. Ensuite, changement, brutalité du confinement, peut-être encore plus difficile à accepter en matière de relations. Cela signifie quoi? Ça veut dire que je dois réapprendre à avoir des relations avec les gens qui m'entourent, des relations que j'ai le soir quand je rentre chez moi ou le matin quand je pars. Mais là, ce sont des relations permanentes qui demandent une négociation assez régulière. Alors, négociation avec qui? Négociation avec les conjoints, négociation avec les enfants, quelquefois aussi négociation avec les voisins s'ils font du bruit en même temps et que vous vivez dans un immeuble qui est mal isolé. Donc, une communication à réapprendre et à respecter les besoins d'autrui, les fameux besoins psychologiques dont nous a parlé Pascal Legrand lors d'un webinaire précédent. Négociation aussi, particulièrement quand on a des enfants, parce que quand on est parent, on est dispo 24/24 et que ce n'est pas forcément facile pour les enfants de se dire tiens, mon père, ma mère est en train de faire une visio, mais je peux quand même lui poser une question sur le devoir de philo que j'ai à rendre, après tout, c'est pas si grave. Donc, réapprendre effectivement des distances dans la communication, réapprendre bien entendu une gestion du stress, parce que j'espère que mon chat ne viendra pas s'inviter à la conférence, je ne vais pas donner le lien, mais on ne sait jamais. Négociation aussi dans la manière de se motiver, puisque les visioconférences se sont souvent enchaînées et qu'il a fallu mettre en place une organisation qui, pour les uns et les autres, n'a pas toujours été la même. Donc, par exemple, une des personnes que j'ai interviewées me disait son stress très fort pendant le début du confinement, parce qu'elle avait l'habitude de tenir les horaires et de dire à son manager, bah voilà, je suis disponible entre 9h et 18h avec mon temps de pause à midi. Et en même temps, il fallait quand même qu'elle fasse l'école à ses enfants. Et là, les premiers temps ont été difficiles. Donc, brutalité du confinement, on l'a vu sur la partie environnement, sur la partie des relations, et enfin sur la partie du temps. Alors, parce qu'on peut dire que le temps est devenu différent. Vous savez, en général, on avait tous plus ou moins le blues du dimanche ou du lundi matin avant de repartir travailler, même si on a la chance d'avoir un métier dans lequel on est bien. Lorsque le lundi matin, c'est simplement sortir de son lit et s'installer dans une autre pièce de la maison, évidemment, on n'a peut-être pas forcément ce blues, mais on a moins la notion de la semaine. Donc des horaires décalés pour beaucoup de gens qui ont choisi de travailler très tôt et de s'arrêter plus tôt dans la journée pour s'occuper de leurs enfants. Des horaires décalés aussi pour arriver à gérer le temps d'information de l'école et la mise à disposition de l'ordinateur avec les enfants. Donc forcément des rythmes biologiques et beaucoup des gens que j'ai interviewés m'ont dit qu'au début, ils avaient énormément de mal à dormir et à trouver un rythme qui ne soit plus le rythme précédent. Donc, en conclusion, pour la plupart des gens que j'ai pu interviewer, une perception du temps comme étant plus individualisée, ce qui est plutôt agréable, mais c'est aussi des contraintes durables et cette difficulté à se projeter dans le temps et à se dire ça va durer ou ça ne va pas durer. À partir de là, la nécessité de trouver des moments de rupture
et de s'accorder des moments de rupture, de se donner des permissions, comme on pourrait dire en process communication ou en AT, en analyse transactionnelle, pour aller se promener, même si nous étions limités dans nos déplacements, faire quelques courses et prendre le temps de vivre. Alors, quels ont été les effets de ce confinement? Je commencerai par les effets négatifs, comme ça nous essaierons de les oublier plus vite, pour conserver les effets positifs. Et Michael, tu n'hésites pas à m'arrêter si tu as des choses qui apparaissent et qui sont importantes. Alors, les effets positifs, je t'entends pas. Je pense qu'il y a plus... Peut-être tu as coupé ton micro. Oui, je disais, pour le moment, tout va bien. Tu es très clair, ou tu as convaincu ton auditoire. Voilà, et Vas-y, tout le monde continue. s'est endormi. Alors, première chose sur Et- les effets négatifs. Les effets négatifs concernant les relations qui vont être peut-être les plus difficiles à transformer. Alors, vous savez que nous tous, nous les adultes, mais aussi les enfants, nous avons besoin en tant qu'êtres humains, mais aussi comme certains animaux, nous avons fortement besoin de contact. Ce qu'on appellerait des contacts tactiles ou kinesthésiques en programmation neurolinguistique. Et ces contacts, ils sont inhérents, puisqu'il y avait pas mal d'expériences malheureuses qui ont été faites en ne donnant pas de contact aux enfants, je ne reviendrai pas là-dessus, mais nous avons besoin de contacts rapprochés. Donc, les effets négatifs du confinement, c'est une frustration au niveau des contacts, et ça a été beaucoup exprimé par les gens que j'ai interviewés, y compris au niveau des contacts professionnels. Simplement le fait d'aller partager un café ou un moment, ou de passer la tête dans un bureau, ou de s'installer sur le bord d'une table de réunion, là, la distanciation sociale, que Repère d'ailleurs a organisée pour ses prochaines formations, fait que les contacts sont plus difficiles. Alors, ceux qui ont ce sont aussi tous les enseignants maternels, parce qu'ils avaient l'habitude, et j'en ai interviewé quelques-uns, de rassurer les enfants qui démarraient à l'école avec justement un bisou, un contact quelconque, ce qui n'est absolument pas possible et risque malheureusement de durer dans le temps. Des contacts aussi difficiles pour les gens de type empathique, comme on le dit en process com, pour qui le contact, c'est une manière de se consacrer aux autres, de prendre soin des autres et d'avoir un feedback. Des contacts aussi différenciés qui ont pu être un peu difficiles pour les couples. Alors, contacts qui pouvaient être maintenus, mais qui demandaient à ce qu'il y ait un équilibre dans la relation à l'autre, puisque chacun partageait le même endroit et le même temps. Et on a vu quelquefois qu'il y avait un déséquilibre dans la gestion des tâches. Alors, je ne le dis pas par féminisme, mais parce qu'il y a une étude qui a été faite par la société Harris, qui est une société d'études comme l'INSEE, et qui a montré, en tout cas en Europe, que les vieux schémas ont la vie dure et que c'était quand même les femmes qui répartissaient leur temps entre le travail à distance, les activités ménagères et les enfants. Voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'on m'accusera d'être partielle. Partage aussi, effet aussi négatif dans la relation parce que, et là un petit peu plus largement, parce que la relation a modifié d'abord de façon difficile les relations dans la société elle-même. Alors, vous avez dû tous le vivre, nous avons eu une période sans masque, puis une période avec masque, puis une période avec visière, enfin chacun essaie de s'y retrouver dans des prescriptions qui ne sont pas toujours claires. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être été faire des courses et que vous avez vu que la personne qui était dans la rue à côté de vous vous regardait bizarrement parce que votre masque était mis de travers, parce que vous aviez porté les mains à votre visage, parce que vous n'étiez pas dans le 1,50 m pile et que vous aviez légèrement bougé. Bref, ça crée quand même, et ça crée encore quelquefois une certaine forme d'agressivité qui est nouvelle, qui n'est pas toujours facile à vivre. Et puis, ça a été, dans certains cas, jusqu'à une forme de suspicion et voire de délation de ceux qui ne faisaient pas ce qu'il y avait à faire. Donc ça, il va falloir qu'on apprenne à recréer des relations sociales plus positives. Voilà, ça c'est pour les effets négatifs sur la relation en général, la relation autrui, mais on pourrait en dire encore beaucoup plus long. Et je pense que celui qui perdurera le plus longtemps et qu'il faudra transformer, puisqu'on dit qu'en PNL, on substitue une chose à une autre,
c'est la possibilité kinesthésique, la possibilité tactile. Alors, autre effet négatif sur la relation au temps. Si nous n'avons plus le temps de transport, nous avons un temps qui est compressé, et compressé pour essentiellement être efficace pendant les réunions Zoom, Teams ou autres qui ont été faites et qui ont été faites de plus en plus nombreuses. Avec une gestion du temps qui au début a été compliquée, parce qu'en fait les réunions, pour la plupart des gens, m'ont-ils dit, ceux qui étaient interviewés, s'empilaient les unes et s'enchaînaient sans qu'ils aient même le temps de procéder à une respiration minimale. Donc, une accélération du temps, même si le temps de transport, lui, par contre, a disparu, et des rythmes biologiques plutôt perturbés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il était difficile de s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui, dans les typologies Processcom a du mal à s'arrêter? Essentiellement, les types travaillomanes, ou les types persévérants, pour qui la nécessité d'être parfait, souvent pointe le bout de son nez. Alors, effet négatif aussi dans ce que nous appelons les conditions de travail. Effet négatif parce que télétravail du coup étendu et non choisi. En l'occurrence, là, c'est un télétravail imposé et qui reste encore imposé dans la plupart des structures pour l'instant, tant que nous ne voyons pas si le virus nous a quittés partiellement ou définitivement. Et un de mes clients m'a dit « Je me suis sentie comme un hamster dans la cage ». J'ai eu l'impression de continuer à pédaler sans arrêt, sans arrêt. Donc, du coup, un peu cette culpabilité qui est assez judéo-chrétienne de continuer à travailler, parce que si je suis chez moi, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Des conditions de travail avec des effets négatifs aussi sur des postures managériales. Ça m'a été beaucoup souligné par différents RH, qui soient responsables de formation, responsables de recrutement ou plus largement responsables des ressources humaines, avec des managers un peu dépassés par la situation, ne sachant pas s'ils devaient avoir une attitude différente, oubliant quelquefois de demander des nouvelles de leurs collaborateurs, n'étant en contact avec leurs collaborateurs qu'au moment d'une visio ou au moment d'une conférence call, et du coup, commençant la conférence de façon assez brutale en direct, bon, alors qu'avez-vous obtenu ou qu'avez-vous fait cette semaine? Et ne commençons pas par l'habituelle météo que nous, les formateurs ou les coachs, on a l'habitude de faire, ou ne commençons pas tout d'un coup par pudeur, pas par mauvaise volonté, mais par demander si tout allait bien. Parce que dans les gens qui ont été en télétravail, qui ont eu la chance d'être en télétravail, puisque ce n'était pas le cas de tout le monde, mais dans ces gens-là, c'est-à-dire vous, nous, il y avait des gens quand même qui étaient malades ou très fatigués par le Covid. Donc, ça a posé la question pour les responsables RH de savoir quel type de formation mettre en place ou quel type d'accompagnement mettre en place sur le futur pour changer la posture du manager. En tout cas, la posture du manager dans les grandes entreprises, ça a été peut-être un peu moins sensible dans les TPE et les petites PME. Voilà. Toujours dans les conditions de travail qui ont eu des effets qui ont été négatifs, ce vécu d'intrusion dans la sphère personnelle. La question qu'on se pose toujours quand on fait un webinaire, c'est qu'est-ce que je mets derrière moi? Bon, Michael, il a le joli fond de la salle de formation repère, donc on sait que c'est repère. Pour des raisons de manque de lumière, j'ai laissé l'arrière de mon bureau, mais on peut mettre aussi quelquefois pour se détendre la photo d'un paysage ou une belle montagne ou de l'eau qui coule, voilà. Et c'est pas possible quand on est en télétravail professionnel. En tout cas, en France, c'est pas toujours très bien vu, même si ça fait du bien. Donc, mon travail rentre chez moi. Du coup, je suis un petit peu contrainte dans la mise en place de ce que je peux faire. Autre effet négatif aussi, pour certaines personnes, une certaine difficulté avec les outils. Donc nous sommes tous formés de façon sauvage à Zoom, Teams ou d'autres outils, avec quelquefois des piratages, notamment Zoom. Et ça n'a pas été évident pour tout le monde et certains ont préféré continuer avec des conférences téléphoniques. Et puis enfin, sur les effets négatifs des conditions de travail et des conditions de vie, un risque très fort, très souligné par les sociologues, et vous avez dû le voir, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, de fracture sociale. Fracture sociale en termes d'éducation, fracture sociale en termes économiques, puisque des licenciements
partiel ou complet, fracture sociale, ne serait-ce que par le lieu dans lequel on vit et qui ne nous permet pas de nous détendre ou nous relaxer. Donc beaucoup de questions pour tout le monde, et puis fracture sociale aussi, et ça j'insiste, entre ceux qui sont en face à face et qui restent en face à face, c'est-à-dire ceux qui sont dans les magasins, ceux qui sont au volant de leur voiture et qui nous ont transportés, ceux qui nous ont soignés et auxquels on a pensé, ceux qui ont nettoyé nos rues, mais qui donc du coup n'ont pas vécu le confinement de la même façon. Et la fracture sociale, pour l'instant, malgré les remerciements, elle s'est plutôt accentuée. Donc, autant d'éléments de réflexion pour vous qui êtes en face de moi, vous qui êtes coach, vous qui êtes manager et vous qui êtes chef d'entreprise sur comment préparer l'après-confinement, même si on est déjà rentré dans cet après, mais on y rentre encore très très doucement. Tout est toujours OK, Michael? Y a-t-il des questions importantes? Non, tout va bien. Il n'y a pas d'interaction pour le moment. Ça veut dire que tu les as captivés. Si vous n'hésitez pas, Voilà. si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat, le fil de conversation. Si vous ne savez pas où il est, vous cliquez sur le bouton conversation. Voilà. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est surtout pour vous aider à réfléchir sur ce qui pourrait être important à proposer à vos clients, pour les coachs et les formateurs, à proposer à vos collaborateurs, pour les managers, et peut-être réfléchir à un nouveau mode de management, à proposer pour les chefs d'entreprise à l'ensemble de vos collaborateurs pour repartir dans des conditions qui soient plus agréables et qui protègent notre bien-être et notre motivation au travail. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre collègue Enaïla qui en a beaucoup parlé lors du modèle REP avec Pascal Legrand. Et puis, pour travailler avec cet outil qu'est l'intelligence collective, Michael, tu ne diras pas le contraire, pour améliorer les relations qu'on peut avoir en entreprise et avoir une perception plus globale. Donc, en matière de relations, maintenant, je vous propose d'aborder les éléments positifs de la relation. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Et ces éléments positifs, qu'est-ce que nous voulons en faire? Alors, je vais commencer, ces effets positifs, je vais commencer par la relation, qui est quand même la partie la plus importante à mon sens. Eh bien, en matière de relation, les effets positifs, c'est de nous rappeler, parce que beaucoup d'entre nous, nous l'avions oublié, que l'autre, eh bien, c'est un autre nous, et que l'autre est nécessaire à notre bien-être. On a beau parler en programmation neurolinguistique des neurones miroirs, il ne s'agit pas toujours, ces neurones, ils ne travaillent pas toujours comme nous le souhaiterions et nous avons quelquefois du mal à nous calibrer sur l'autre. Et nous avons quelquefois une carte du monde qui est très très réduite. Donc l'autre est nécessaire à notre bien-être. Quand il est plus là, eh bien, je choisis de prendre contact avec lui. Donc le confinement, quand nous étions loin de nos familles ou de nos amis, nous a amené à téléphoner plus souvent. Certains ont créé des colocations sauvages, certains ont choisi de se confiner avec des amis, ce qui n'était pas envisageable au départ, comme s'ils partaient en vacances pour une période prolongée. Certains ont choisi de créer aussi des groupes informels, soit sur des outils comme WhatsApp, pour pouvoir arriver à échanger des choses quelquefois parfaitement amusantes ou des choses importantes, en tout cas exprimer leurs émotions. Nous avons pris conscience aussi que ce qui arrive aux autres peut nous arriver à nous. On a tendance à croire toujours que les catastrophes sont à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de la planète, mais là, il semblait que ce virus avait choisi de s'attaquer un peu à tout le monde. Alors d'abord, on a parlé des personnes âgées, ensuite on a parlé des personnes qui étaient en risque de comorbidité, puis finalement ça a touché aussi les jeunes, et puis finalement ça a malheureusement touché aussi des enfants. Donc ça veut dire que tout d'un coup, se rendre compte que nous sommes tous vulnérables nous a amené à créer peut-être un fil de solidarité différent. Donc, besoin aussi de se retrouver entre pairs. Certaines des personnes que j'ai interviewées m'ont dit ce qui m'a le plus manqué, c'est que j'avais l'habitude tout d'un coup, quand j'en avais marre de mon travail ou que j'avais l'impression que je n'avançais pas, que je ne réfléchissais pas assez, de sortir de mon bureau ou d'aller plus loin dans l'open space et puis de parler à quelqu'un, lui dire bon alors ça va comment, tu viens prendre un café ou tu viens fumer une cigarette ou on va échanger 2 minutes sur la nouvelle réforme des retraites, qu'en penses-tu? Là, c'est plus possible. C'est assez difficile de créer un Zoom pour 2 minutes ou de déranger quelqu'un juste pour lui dire j'ai envie de parler avec toi, tout simplement.
Bon, et on ne peut pas non plus parler à son conjoint ou ses enfants des mêmes sujets que ceux dont on parle avec ses amis ou tout simplement ses collègues. Donc la nécessité de trouver des outils pour parler de choses pas forcément immédiatement utiles. Et une des personnes interviewées m'a dit, j'avais l'impression qu'en fait, il n'y avait qu'en Afrique qu'on avait besoin de palabrer, mais moi j'ai besoin de palabrer, j'ai besoin de raconter des choses inutiles pour échanger avec les autres. Donc ça, un effet positif. Effet positif aussi de façon plus large, avec une modification du lien social, au sens large du terme. Alors je vous ai dit que tout à l'heure, nous étions un peu dans la suspicion et l'agressivité, et en même temps, nous avions un peu tendance à oublier que nos anciens sont importants, que nos familles sont importantes, que des gens ont à nous transmettre des habitudes et des compétences et de l'expérience. Et donc, beaucoup d'entre nous, en période de confinement, ont essayé de recréer un lien de proximité familiale, notamment avec ces fameux apéros Zoom qu'on a tous multipliés. Et pour boire un bon verre de vin, petit clin d'œil à Paul ou à d'autres, on n'a pas forcément besoin de faire un Zoom. Mais là, c'était vraiment être en contact avec ceux qui nous sont chers. Donc, du coup, une autre connaissance du besoin que nous pouvons avoir de l'autre. Et à propos de connaissance des besoins d'autrui, je vous renvoie là encore une fois à l'outil Processcom. Nous avons découvert que notre conjoint que l'on connaissait sur l'aspect privé, eh bien, on pouvait aussi le voir travailler puisqu'il était dans la même pièce devant son écran. Et du coup, nous avons découvert son attitude en situation professionnelle qui n'est pas toujours la même qu'en situation personnelle. Donc, la nécessité de comprendre ses motivations dans l'axe professionnel comme nous connaissions ses motivations dans l'axe personnel. Donc, en ça, l'outil Processcom est un outil qui nous aide énormément. Alors, bien entendu, il a fallu aussi, et je crains que ça ne dure longtemps, que nous puissions créer un autre mode de relation, puisque le fait d'être obligé de porter des masques dans les lieux publics, dans les transports, dans les magasins, quand nous retournons à notre lieu de travail, a créé une coupure. En PNL, nous disons que nous observons beaucoup la partie paraverbale et non verbale de l'individu. Ça va être très difficilement possible. Alors, en Zoom, le non-verbal, c'est-à-dire la posture, on ne le voit quasiment pas. Le paraverbal avec un masque, il reste maintenant plus que les yeux. Comme le disait un de mes coachés, je vais être obligée de sourire avec les yeux. Il va falloir que je modifie quand même les signaux faibles que j'envoie. Donc, je trouve que ce sont des effets très positifs sur l'attention aux autres et sur la relation. Et il va falloir que nous en prenions soin de ces effets-là. Effet positif aussi dans la relation au temps. Alors, nous l'avons dit, moins de transport, ce qui est déjà un effet positif, mais aussi ce qu'ont observé plusieurs RH, des relations professionnelles et des réunions beaucoup plus efficaces. Alors, vous savez qu'en entreprise, peut-être certains d'entre vous ont animé ou ont, entre guillemets, subi des formations aux techniques de réunion. Bon, les entreprises et les institutions en ont fait des dizaines et des dizaines, publié des chartes mises sur les murs, mis même un chronomètre dans certaines réunions, coupé la parole, enfin tout a été essayé sans succès, surtout en France où les Français sont quand même assez bavards et aiment bien que les choses s'étalent. Alors j'imagine qu'en Italie c'est encore plus important. Mais donc des réunions à rallonge, pas toujours efficaces, et des réunions aussi entrecoupées par un décrochage de certains participants qui, en même temps qu'ils assistaient à la réunion, gèrent leurs mails sur leurs ordinateurs. Malheureusement, ça on l'a beaucoup vu. Je ne sais pas si vous avez essayé de répondre à vos mails en ce moment-là, en même temps, pendant la visio, ou de répondre à vos SMS. C'est un peu plus compliqué de faire les deux à la fois parce qu'une visio demande une certaine concentration. Et s'il y en a qui arrivent, eh bien, écoutez, chapeau, parce que vous m'expliquerez comment on fait. Donc voilà, des effets sur l'utilisation du temps plutôt positifs avec une optimisation de ce temps. Des effets positifs aussi sur les fameux horaires qui ont été réaménagés par les familles
pour consacrer du temps aux enfants ou consacrer du temps aux conjoints. Et par exemple, une mère de famille qui élève seule son enfant et qui m'expliquait qu'elle a, en dépit de ses lourdes responsabilités, totalement réaménagé son temps pour avoir à la fois avec son fils des temps de travail, puis des temps de pause, et puis de nouveau des temps de travail pour elle, avec un rythme qui était syncopé pour que l'enfant puisse s'y retrouver de façon claire. Donc, ce que m'a dit un autre interviewé, il m'a dit, en fait, le temps a pris une texture élastique, soit très distendue, soit en coup de fouet. Donc, des périodes ramassées et des périodes plus, entre guillemets, cool. Ce qui, globalement, au type rebelle, et je sais qu'il y en a qui sont derrière cet écran, convient plutôt bien. Alors, des effets positifs aussi concernant les conditions de travail et les conditions de vie. Alors, on a parlé de changement d'espace, on a parlé d'open space. Alors, vous savez que les open space ne conviennent pas à tout le monde, surtout, alors ils peuvent convenir au type empathique et encore, et au type persévérant. Pour les types travail-humain, c'est plus compliqué parce qu'il y a la perturbation du passage et de la communication. Pour les types rêveurs, n'en parlons pas, ça peut être vraiment très très difficile. Mais un open space en général, même s'il y a un endroit dédié où on peut poser son ordinateur, c'est quand même un endroit, comme son nom l'indique, qui est plus ouvert, donc plus large. Néanmoins, l'effet était positif parce que chacun a pu avoir un espace intime et se fabriquer son espace intime. Par exemple, répartir différentes portions de la table de cuisine, et ce serait assez rigolo qu'on puisse regarder à l'intérieur des maisons ce qui a été fait. Modification aussi des conditions de travail, en tout cas les enseignants par exemple ont découvert qu'en dépit de leurs réticences et aussi de leurs croyances limitantes, ça pouvait être très très agréable de préparer un cours avec l'introduction de visuels, de PowerPoint, même pour les petits, de jeux, d'animations différentes. Et certains ont pris véritablement du plaisir et on peut espérer que les conditions pédagogiques, les conditions d'enseignement, en tout cas dans notre pays, changent par la suite parce que ça amène une quantité infinie de possibilités. Donc des conditions améliorées aussi par des outils, alors des outils que les enfants, soit les lycéens ou les collégiens, c'est devenu très vite tout à fait normal de se connecter, d'écouter le cours, ensuite de se connecter et de travailler. En tout cas, pour ceux que j'ai pu interviewer, ils ont tous trouvé ça, je cite, génial. Bien sûr, après, ça deviendra le quotidien, ce sera une habitude, mais pour l'instant, ça a encore un effet de nouveauté. Des conditions aussi positives, des effets positifs dans la posture et la tenue. Alors, bon, bien sûr, il n'est pas conseillé d'arriver à une visio en pyjama. Néanmoins, la visio permet une posture plus décontractée, une tenue plus souple, surtout quand il fait chaud comme en ce moment. Et même si on a vu circuler sur le web des choses assez amusantes avec quelqu'un qui était avec cravate et veste très digne et qui, en oubliant de déconnecter sa visio, se levait et était en caleçon, néanmoins, ça a permis quand même, comme me le disaient certains, d'être dans l'être et un peu moins dans le paraître. Voilà. Et ensuite, bien entendu, sur l'aspect plus large en matière de conditions de travail et de vie, une appropriation des repas qui n'étaient plus pris sur le pouce ou qui étaient tout préparés, mais véritablement des efforts faits en matière de recettes de cuisine, des efforts faits en matière de consommation de proximité et des effets aussi en matière de consommation tout court, puisqu'on a très largement, et on le voit bien en France, privilégié d'abord la consommation des choses essentielles, je ne parle pas du papier toilette, avant la consommation des choses plus futiles. Et contrairement à ce qui avait été imaginé, les gens ne se sont pas rués dans les magasins, malgré les quelques scoops de BFM sur les queues dans les magasins le jour du déconfinement. La consommation n'est pas repartie du tout comme elle l'était précédemment. Donc, quand même une réflexion globale sur la façon d'être et de consommer. Alors, j'ai ensuite posé, après ces relevés d'informations, qui sont à la fois, donc je vous le rappelle, le fruit d'interviews multiples. Alors, j'en ai pas fait 400, bien sûr, hein, donc ça n'a pas de valeur statistique, mais ces interviews multiples, c'était aussi bien des hommes et des femmes, aussi bien dans des très grandes entreprises que dans des institutions parapubliques, aussi bien dans des toutes petites entreprises et dans des secteurs différents comme le bâtiment, l'enseignement, la recherche ou le commerce.
j'ai toujours posé la même question ensuite. Si vous aviez une baguette magique, c'est, vous savez, le fameux cadre du COMSI que connaissent bien les pénalistes, si vous aviez la possibilité de changer votre quotidien maintenant, imaginez ce que ce serait. Alors, ça a donné, et je ne vous en ferai pas une liste exhaustive parce que ce serait très long, mais ça a donné les retours suivants. Je souhaiterais, je voudrais, j'espère, que les gens en entreprise, d'abord en entreprise, dans le cadre du travail, prendront soin des autres, mais prendront soin des autres comme un réflexe humain et non pas seulement par opportunisme professionnel ou par conviction morale. J'espère que ce n'est pas un vieux vœu pieux. Je souhaiterais que l'ensemble des managers comprennent ce qu'est la vraie bienveillance et non pas souscrire à la mode du management bienveillant qui n'est doté la plupart du temps malheureusement pas d'une véritable écoute ou d'une véritable concentration. Je souhaiterais, là on est plus sur un outil, que subsistent des groupes de parole spontanée où on puisse s'exprimer dans le cadre professionnel sans être jugé et on puisse surtout exprimer ses émotions, ce qui dans notre culture n'est pas forcément facile. Je souhaiterais aussi que les liens transversaux qui se sont mis en place et qui ne passent pas forcément par l'intranet persistent, que ces liens que nous avons mis en place avec des groupes de réflexion, des groupes thématiques ou tout simplement des groupes pour échanger, beaucoup de groupes WhatsApp, continuent à perdurer afin que personne ne soit à l'écart. Je souhaiterais aussi, alors c'est en lien avec ce que nous venons de dire sur les effets positifs, que plus d'accent soit mis sur l'être, sur le comportement des individus et moins sur son apparence sociale ou son apparence vestimentaire. Ça, c'est si j'avais une baguette magique sur la relation. Si j'avais une baguette magique sur les conditions de travail, je souhaiterais, alors là je vous cite in extenso ce que j'ai entendu, je souhaiterais que nous comprenions tous ce que veut dire le mot entreprendre. Alors je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise. Entreprendre, c'est prendre entre nous. Ça veut dire co-construire, ça veut dire travailler en partenariat, échanger de façon équilibrée, que ce soit nos informations, nos idées, notre créativité ou notre travail, sans avoir envie de piller l'autre ou de prendre le pouvoir comme on le fait de temps en temps. Si j'avais une baguette magique sur les conditions de travail, j'aimerais supprimer les processus inutiles qui sont encore très nombreux dans nos entreprises, les méandres administratifs. Alors évidemment, ça je l'ai beaucoup entendu, vous imaginez bien, dans des institutions publiques. Je souhaiterais que, un peu plus dans le, à peu près pareil, dans le monde public comme dans le monde privé, je souhaiterais que les décisions ne soient plus diluées, mais que l'on puisse identifier une personne ou un groupe qui puisse vraiment prendre une décision. Et je souhaiterais enfin, et ça c'est revenu de façon très très forte, que la créativité des individus soit mise en valeur. Alors on parle toujours d'entreprises agiles, mais on est encore très très loin du compte. Que la créativité soit mise en valeur et soit mise au service de la collectivité. Voici l'ensemble des choses les plus importantes sur la baguette magique des conditions de travail. Et enfin, si j'avais une baguette magique sur le temps, bien entendu, je souhaiterais qu'il soit possible à minima de continuer à décloisonner. Alors c'est possible bien sûr quand on est encore en télétravail. Est-ce que ce sera possible quand nous reviendrons, et nous l'espérons, sur notre lieu de travail? Je rappelle simplement que dans les années 70 en France, certaines entreprises avaient choisi de mettre en place des horaires décalés et que ça fonctionnait très bien. Et dans les années 80, ça a été totalement arrêté. Bon. Donc ce décloisonnement qui permettrait de continuer à respecter des rythmes biologiques plus équilibrés et surtout, et ça a été répété plusieurs fois, de prendre le temps de vivre. Alors, j'espère que ceci vous inspire des choses importantes. Alors, ma troisième question a été, d'accord, tout ça c'est merveilleux, mais vous, moi, je vais faire quoi? Et vous, vous faites quoi? Et j'ai demandé à ceux que j'ai interviewés de répondre de la façon suivante.
Répondez-moi en disant « je prends l'engagement de ». Alors, bien sûr, je vais vous répéter ça, mais ce n'est pas mon engagement. Si vous-même ne prenez qu'un seul engagement là-dedans, ce sera déjà formidable. Je rappelle que nous disons en systémique que chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne et que si chaque maillon de la chaîne se met en route, la chaîne a des chances d'être plus forte et de fonctionner. Donc, je m'engage à quoi? Je m'engage à remettre de l'humain. Je dis bien remettre. Ça signifie que beaucoup de gens ont estimé que cette partie avait disparu. Remettre de l'humain dans la relation professionnelle, sociale et rendre ce réflexe viral. Je m'engage à être dans une véritable écoute et dans une véritable disponibilité. C'est-à-dire ce que j'arrive à faire, ce que je sais faire en distanciel, que je puisse aussi le faire en présentiel et pas me laisser happer par mes pensées personnelles ou par des sollicitations extérieures. Je m'engage à résister aux contraintes qui se multiplient en m'exprimant, ce qui signifierait savoir dire non, et en m'exprimant de façon mesurée. Je souhaiterais garder mes valeurs, mais surtout redonner du sens à mon travail et à mon entreprise pour que ce travail soit au service de l'humain et non l'inverse. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce Je m'engage, c'est que la plupart de mes interviewés sont montés très très doucement dans ce qu'on appelle les niveaux logiques de Robert Dills et très souvent sont arrivés au niveau de l'identité. Je souhaiterais accompagner les managers de mon entreprise à apprendre à s'exprimer eux-mêmes sur leurs émotions plutôt que d'être contraints. Et je souhaiterais aussi leur apprendre à les aider à faire exprimer leurs collaborateurs au niveau émotionnel pour que les conditions de relation soient meilleures. Je m'engage à prendre en compte et l'individu et le groupe plutôt que de choisir alternativement l'un ou l'autre. Je m'engage, et c'est revenu très souvent, à avoir plus confiance en moi, mais aussi en l'autre quand je fais partie de l'encadrement. Je m'engage à prendre le temps du temps, car il y a finalement, on s'en aperçoit, peu d'urgence, sinon une seule, celle de vivre. Alors, je ne sais pas à quoi vous vous engagez. J'espère que vous prendrez au moins une bonne résolution, parce que chacun d'entre nous peut avoir une influence sur le plan social au plus large, professionnel un peu plus restreint et personnel et familial. Vous savez que c'est avec les gouttes d'eau que l'on fait les grands fleuves. Et justement, pour vous inspirer quelque chose, j'ai choisi un texte que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui est un texte d'un auteur que tout le monde connaît, qui s'appelle Khalil Gibran. Mais ce texte-là est moins connu et il a pour but de vous inspirer peut-être, en tout cas je l'espère, un ancrage positif, comme on dit en programmation neurolinguistique. Vous rappeler, comme on dit aussi en programmation neurolinguistique, que toutes les ressources sont en nous, pour peu que nous essayions d'y accéder et de parler avec notre inconscient, et que nous avons beaucoup de ressources et beaucoup plus encore que nous ne l'imaginons. Donc voilà, peut-être que ce texte vous inspirera, en tout cas je l'espère, et c'est le texte suivant. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, depuis les montagnes, cette longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et elle voit devant elle un océan si vaste qui, pénétrer, ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre des risques. Elle a besoin d'entrer dans l'océan.
ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors, et seulement alors, que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Voilà, et je remercie Khalil Gibran. Alors, Michael, me voici arrivé à la fin de mon exposé. As-tu des questions, des tomates, je ne sais quoi, qui pourraient être importants? Alors, plus que des tomates, je verrais plutôt des petits feux d'artifice, puisqu'il y a eu quelques interactions de la part des participants à ce webinaire, et qui étaient plutôt dans le sens de réfléchir avec toi. Il y a une réflexion de Fabrice Germani qui dit il y a des positions différentes au niveau des mêmes espaces de travail, télétravail ou pas, qui entraînent des relations différentes chez les salariés. Donc, on peut avoir des différences de traitement qui sont rassemblées dans le même espace. Tu as envie de réfléchir, de refléter ça ou Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport, et c'est tout à fait juste, hein, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous serons obligés, nous, puisqu'en France, nous légiférons sur tout, notamment sur les conditions de travail, nous serons obligés de nous penser très sérieusement sur ce sujet, parce qu'on ne peut plus envisager les conditions de travail sous un angle uniquement juridique et législatif. Donc oui, bien sûr. Cyril Capitaine qui disait un autre fait positif, c'est que le Covid a été un stimulus externe pour se questionner sur soi, sur son travail, l'expression de ses valeurs profondes. Je pense que tu l'as abordé. Voilà, c'était un renforcement par rapport à ce que tu disais. De même, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le prix de la vie humaine a été plus important que le business. On a arrêté la planète business pour sauver les vies qui, au regard du nombre, sont faibles finalement. Avec un contre-exemple qui disait c'est les États-Unis. Voilà, alors. Bien que nous n'ayons pas toutes les informations Voilà, claires sur le sujet. tout à fait. Alors, Cyril, toujours qui dit imaginez que vous puissiez recréer le monde que vous le souhaitez et inviter votre famille d'âme à le co-créer avec vous. C'est ce que je fais. Oui, et ça c'est formidable. Et j'ai été très surprise. Il y a des enfants qui m'ont demandé si je voulais bien les interviewer, qui sont intervenus, comme ils pourraient intervenir dans cette visio. Et les enfants ont beaucoup d'idées. Alors quand je dis les enfants, évidemment, c'est plutôt des enfants à partir de entre 7 et 18 ans, mais ils ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire. Non pas de l'avenir, parce que c'est difficile de se projeter, et eux gèrent mieux le fait de l'instant présent, mais en tout cas, ils ont une vision très précise de ce qu'ils peuvent en faire de positif. Merci Fabienne. Alors j'ai une question de Axel Labrousse. Bonsoir. Est-ce que le bouleversement initié par le Covid n'est pas finalement l'occasion de nous préparer à des changements à venir plus radicaux, climatiques entre autres, prédits par la communauté scientifique depuis plus de 30 ans? Oui, alors, ça me touche d'autant plus cette question, merci Axel, parce que je travaille pour un organisme qui dépend du ministère de l'écologie. Je travaille avec eux depuis maintenant 8 ans. J'ai à la fois un rôle par rapport au RPS et un rôle surtout de coach par rapport à leurs équipes, d'une part pour travailler ensemble et puis clarifier la réflexion et la présenter de façon précise à la tutelle. Et ils me disent tous, quel que soit leur domaine, que ce soit le domaine climatique, le domaine géologique, le domaine volcanique, que de gros bouleversements sont à venir, mais qu'ils ont la sensation d'avoir encore du mal à se faire entendre. Et que c'est un peu la bouteille à la mer, c'est-à-dire que chacun se dit c'est l'autre qui est concerné par le fait d'avoir un comportement écologique vis-à-vis de l'eau, par exemple, ou écologique vis-à-vis de l'électricité, ou encore tout simplement écologique vis-à-vis de la voie publique, pour citer des exemples qu'on voit là maintenant de temps en temps, même si ce n'est pas tout le monde, jeter son masque sur la voie publique sans précaution. Donc ça, là, je ne parle pas de nos gouvernants, je ne parle pas de nos hommes politiques, mais il y a une véritable demande de la part des chercheurs qui disent tous, quel que soit le pays, que nous allons avoir des changements climatiques importants et il n'y a que nous qui pouvons y faire face dans notre quotidien, beaucoup plus que des réunions à quelque sommet que ce soit. Merci Fabienne. Rémi Pietrusiak nous propose que la crise sanitaire a été une opportunité pour prendre de la hauteur, pour continuer à nous
nous questionner en tant qu'accompagnant et être à l'écoute des intrications permanentes à différents niveaux. Alors, ce serait formidable si je savais ce qu'il entend par le mot intrication permanente. Bon, ça c'est un réflexe de pénéliste, donc j'espère que Rémi m'en voudra pas. Mais ce qui est clair, c'est que nous qui sommes soit des formateurs, soit des coachs, soit des consultants, nous devons absolument participer à cette réflexion et favoriser, en tant qu'accompagnant, la créativité dans cette réflexion. Parce que jusqu'à présent, en tout cas pour ma part, moi j'avais beaucoup de demandes très pratiques sur les aspects, j'allais dire, opérationnels de l'entreprise et moins sur les aspects stratégiques ou visionnaires. Et pourtant, ils sont essentiels, sinon on ne sait pas où on va. Très, très juste. Bien. Voilà, on peut encore proposer une ou deux questions si vous voulez les rédiger dans la zone de discussion. Sinon, il y a beaucoup de merci dans la zone de discussion. Merci d'avoir privilégié ce temps plutôt que d'aller prendre l'apéro. J'espère que vous le ferez après. Voilà, une question. Ne risque-t-on pas de privilégier les nouveaux modes de travail mis en place pendant cette crise sanitaire, moyens de communication, au détriment des relations qui s'opèrent en présentiel? C'est Marie qui propose cette question. Alors, merci Marie, parce que je l'espérais cette question. C'est une question que nous nous sommes posée chez Repère. Je pense que Michael en pourra en témoigner, parce que la spécificité de Repère, c'est le présentiel. Non pas que nous ne sachions pas faire du distanciel, on en fera si nous sommes contraints, mais le présentiel parce que nous estimons que la qualité de la transmission se fait à travers la relation, même si elle est à distance, et que les intervenants de Repère sont toujours très impliqués. Et moi, je suis un bébé Repère. J'ai fait toutes mes formations depuis des années chez Repère. J'ai fait d'autres formations ailleurs, mais je suis particulièrement attachée à Repère à cause de ce principe de départ. Donc oui, on risque de privilégier de nouveaux modes de travail en distanciel. C'est un peu ce contre lequel luttent les enseignants de l'éducation nationale. Vous savez, j'ai envie de faire une comparaison, Marie. C'est comme quand on disait les tablettes et les liseuses vont supprimer le livre. Moi qui lis un livre par jour, j'ai à la fois un livre dans la main et ma tablette à côté. Donc je crois qu'on va simplement ajouter des outils complémentaires. J'espère en revanche que nous ne prendrons pas d'autres mauvaises habitudes sur ces outils distanciels. Merci Fabienne. Je dirais aussi qu'il peut y avoir d'autres modes de relationnel en fait. Dans Thomas Malone, qui est un des chantres du MIT en intelligence collective, dit que peut-être qu'on va devoir changer notre conception du travail et qu'on va être en contact avec des collègues d'autres boîtes dans des espaces de coworking en proximité de son travail, et on aura à la fois la qualité du télétravail et à la fois la qualité de la relation. Mais ce sont des projections, donc et alors, si tu permets, j'ai un petit parti pris favorable, mais pas pour tout. Pour l'économiste Jérémy Rifkin, il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent, et qui a parlé de l'économie de l'empathie. Et là, elle prend vraiment tout son sens. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le lire. Merci pour ça. Une question de Fabrice de nouveau. Savez-vous si au niveau du gouvernement, cette problématique de reprise du travail liée aux conceptions rigides du législatif sur le télétravail a été prise en compte, étant donné que les bouleversements auront des effets à retardement au niveau professionnel? Le ministère du Travail est-il conscient de ces nouveaux changements qui sont nécessaires? Si vous avez des antennes, petit clin d'œil. C'est trop tôt pour vous répondre parce que les urgences ne sont pas là pour l'instant. Elles sont d'abord sur des urgences. C'est d'abord les urgences sanitaires, les urgences financières pour arriver à... Ah, on t'a perdu. C'est coupé? Non, c'est Oui. bon pour vous? Voilà. Oui. Et bien entendu, ça va être le troisième volet qui va faire l'objet d'études. Donc oui, c'est au programme. Mais je pense que nous ne verrons rien. Rien ne sortira avant le mois de septembre. Ok. Merci pour ces antennes. Bien, ben voilà, bravo à tous. Merci pour cette richesse.
Ah, encore une dernière interaction. Le retour à l'être dirige-t-il vers des besoins de changement d'environnement, dont partir s'installer en province avec le télétravail le plus possible? Les entreprises seraient-elles prêtes à participer financièrement à accompagner ses collaborateurs? Alors, je suis les chiffres en France, hein. Il semblerait, mais c'est un phénomène très parisien. Alors, pardon pour ceux qui sont dans d'autres villes, notamment pas dans des métropoles ou carrément vraiment à la campagne, et ce sont des êtres heureux en ce moment. Il semblerait qu'à peu près 20% des Parisiens aient choisi un exode définitif. C'est énorme. Donc, ça veut dire très certainement qu'il va y avoir un changement au niveau d'une revente des bureaux qui vont être transformés en habitation. Ça veut dire que ce changement, pour des raisons évidentes économiques, va s'amorcer. Alors, est-ce que les entreprises aideront? Je pense qu'en termes de motivation, c'est un élément sur lequel il faudra pouvoir agir. Voilà. Mais je ne connais pas toutes les entreprises, loin de là. Non, bien sûr. Super, ben voilà, c'était une intervention riche en, comment dire, en philosophie et à la fois en perspective et à la fois en travail de terrain. Tu nous as, comment dire, transmis ça avec beaucoup de verve et de présence. Et donc, merci, En tout cas, merci beaucoup d'espoir. Fabienne. Pardon? Merci. En tout cas, beaucoup d'espoir. Et beaucoup d'espoir, oui, tout à fait. Et donc, je remercie à tout le monde. Ceux que ça intéresse, il y aura bien sûr la rediffusion de tous comment dire, de tous les webinaires est toujours disponible sur le site de l'Institut Repère. Si vous cherchez préparer l'après Institut Repère, vous tomberez sur cette page et vous aurez tous les replays, y compris celui de Fabienne, si vous voulez le transmettre à d'autres. Euh, et donc, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée. Allez profiter de l'apéro tant qu'il fait encore beau. Voilà. Donc, Et on se à- retrouvera très prochainement à la rentrée pour voir si nos prédictions sont justes. voilà, on reste ensemble. Quelques réactions sur. Tu peux regarder les réactions aussi, hein, si tu tapes sur converser au milieu de ta barre, tu verras les textes passer. Et merci à vous de vos commentaires. Voilà. Donc voilà, Fabienne, merci. Et si tu veux te reposer de manière bien méritée, moi je peux clôturer la salle sans problème. Alors, j'ai pas de quoi trinquer, mais le cœur y est. Donc, je te souhaite une bonne semaine. À très Merci bientôt, Fabienne, Michael. à À bientôt. bientôt à tous, hein. Merci. Au revoir.